Épilogue, la fin d'un vivant. Un flash éblouissant dans la nuit, un bruit sourd qui perce le silence, un violent impact à la poitrine. L'adolescent titube en arrière sous le choc, avant d'être arrêté par un mur délabré. Cette vive douleur qui s'étend, il l'a ressentie par le passé, mais jamais à cet endroit-là. Il constate le flot rougeâtre qui coule de son thorax. Puis il dirige ses yeux gris vers la source de l'attaque. L'arme encore fumante est déjà au sol, aux côtés de la main qu'il avait tenue. La flaque écarlate se répand dans la ruelle. Poussé par la douleur et l'évidence de sa mort imminente, il se détourne du funeste spectacle. Il marque le mur de ses empreintes rouges et traîne ses bottes ensanglantées. Il avance lentement vers la rue principale. Sa vue se brouille, tout son corps tremble, son visage déjà blafard finit de se vider de toute couleur. Une soudaine toux gutturale vient ajouter à l'insalubrité de l'allée. Le goût de son sang lui est familier, mais la souffrance est pire que tout ce qu'il a jamais connu. Il a l'impression que ses poumons sont en feu. Il suffoque. Ses genoux l'abandonnent. Il glisse le long de la cloison de l'immeuble et la repeint un peu au passage. Après une vingtaine de secondes, le condamné reprend son avancée. Il rampe difficilement, se noie presque dans son hémoglobine. Ses cheveux, châtain sale, cachent son regard vitreux. Ses vêtements, déjà abîmés, accrochent au sol dallées de pierre. Mais il ne peut pas abandonner. Il refuse de mourir ainsi. Pas encore. Il a tant sacrifié. Il lui reste tant à faire. Et pourtant, des mouvements de plus en plus lourds. Toujours plus de tout. Bientôt, il ne bouge plus. Tous ses efforts pour faire 20 pauvres mètres. Et il ne les aura même pas atteints. D'aucuns pourraient trouver ce monde cruel, mais la mort n'est pas une fin. Ce n'est pas vraiment un début non plus. Il ouvre les yeux, du moins il le pense. Seules les ténèbres l'entourent. Il tente de bouger, mais il est comme pris au piège dans des ombres épaisses. Il essaie d'inspirer, mais rien. Il a bien réalisé que sa blessure ne le fait plus souffrir. Cependant, l'idée qu'il est en train d'étouffer le préoccupe davantage. Calme-toi, canne-t-on. Les morts ne suffoquent pas. L'écho de ma voix dans sa tête l'interrompt. En particulier, il est, dûment, choqué par ce surnom. Une adorable petite appellation, pleine de souvenirs d'un bonheur oublié et d'une famille bien aimée. De souvenirs d'une frustration grandissante, d'un désespoir corrompant, d'une rancœur cancéreuse qui a fini par le dévorer corps et esprit. En bref, toute une vie qui n'est plus que du passé,
qu'il ne peut plus que regretter, mais ses peines ne dureront pas. Il me cherche dans la noirceur qui l'engouffre, et bien sûr, il ne peut pas me voir. Mais moi, je vois sa confusion, sa peur. S'il est déjà perdu pour si peu, qu'allait-il en être plus tard? Mais j'ai un test à mener. J'ai besoin de toi pour une expérience, ou plutôt, j'ai besoin d'une âme à la fois pure et corrompue, exempte de toute malice et pourtant débordante de péché, une contradiction qui puisse déstabiliser ce monde bancal. Il doit ressentir ma présence qui l'enveloppe. Ses efforts vains pour s'échapper se font plus désespérés. Malheureusement, comme tu t'en doutes, ton âme est loin d'être pure. Un changement radical est donc nécessaire pour que tu correspondes à tous mes critères. Alors, à plus tard. D'une main immatérielle, je saisis sa tête, puis d'un mouvement sec, j'arrache son contenu. Pas son cerveau, bien entendu. Il n'en a déjà plus, après tout. Mais bien la mémoire de sa vie, celle qui fait son esprit. Plus de canetons, plus de passé. Ne reste que le futur que j'ai préparé. Je laisse la coquille vide et je repars satisfaite vers le néant qui est mon domaine. Parfois, contrairement à ce que certains disent, la mort est un début. Épilogue, la fin d'un vivant. Un flash éblouissant dans la nuit, un bruit sourd qui perce le silence, un violent impact à la poitrine. L'adolescent titube en arrière sous le choc, avant d'être arrêté par un mur délabré. Cette vive douleur qui s'étend, il l'a ressentie par le passé, mais jamais à cet endroit-là. Il constate le flot rougeâtre qui coule de son thorax, puis il dirige ses yeux gris vers la source de l'attaque. L'arme encore fumante est déjà au sol, aux côtés de la main qu'il avait tenue. La flaque écarlate se répand dans la ruelle. Poussé par la douleur et l'évidence de sa mort imminente, il se détourne du funeste spectacle. Il marque le mur de ses empreintes rouges et traîne ses bottes ensanglantées. Il avance, lentement, vers la rue principale. Sa vue se brouille, tout son corps tremble. Son visage déjà blafard finit de se vider de toute couleur. Une soudaine toux, gutturale, vient ajouter à l'insalubrité de l'allée. Le goût de son sang lui est familier, mais la souffrance est pire que tout ce qu'il a jamais connu. Il a l'impression que ses poumons sont en feu, et il suffoque. Ses genoux l'abandonnent. Il glisse le long de la cloison de l'immeuble et la repeint un peu au passage. Après une vingtaine de secondes, le condamné reprend son avancée. Il rampe difficilement, se noie presque dans son hémoglobine. Ses cheveux châtains sales cachent son regard vitreux. Ses vêtements déjà abîmés accrochent au sol dallé de pierre, mais il ne peut pas abandonner. Il refuse de mourir ainsi. Pas encore. Il a tant sacrifié, il lui reste tant à faire. Et pourtant... Des mouvements de plus en plus lourds, toujours plus de tout. Bientôt, il ne bouge plus. Tous ses efforts pour faire 20 pauvres mètres, et il ne les aura même pas atteints. D'aucuns pourraient trouver ce monde cruel, mais la mort n'est pas une fin. Ce n'est pas vraiment un début non plus. Il ouvre les yeux, du moins il le pense. Seules les ténèbres l'entourent. Il tente de bouger, mais il est comme pris au piège dans des ombres épaisses. Il essaie d'inspirer, mais rien. Il a bien réalisé que sa blessure ne le fait plus souffrir. Cependant,
L'idée qu'il est en train d'étouffer le préoccupe davantage. Calme-toi, canneton, les morts ne suffoquent pas. L'écho de ma voix dans sa tête l'interrompt. En particulier, il est dûment choqué par ce surnom. Une adorable petite appellation, pleine de souvenirs d'un bonheur oublié, d'une famille bien-aimée, de souvenirs d'une frustration grandissante, d'un désespoir corrompant, d'une rancœur cancéreuse qui a fini par le dévorer, corps et esprit. En bref, toute une vie qui n'est plus que du passé, qui ne peut plus que regretter, mais ces peines ne dureront pas. Il me cherche dans la noirceur qui l'engouffre, et bien sûr, il ne peut pas me voir. Mais moi, je vois, sa confusion, sa peur. S'il est déjà perdu pour si peu, qu'allait-il en être plus tard? Mais j'ai un test à mener. J'ai besoin de toi pour une expérience, ou plutôt, j'ai besoin d'une âme à la fois pure et corrompue, exempte de toute malice et pourtant débordante de péché. Une contradiction qui puisse déstabiliser ce monde bancal. Il doit ressentir ma présence qui l'enveloppe. Ses efforts vains pour s'échapper se font plus désespérés. Malheureusement, comme tu t'en doutes, ton âme est loin d'être pure. Un changement radical est donc nécessaire pour que tu correspondes à tous mes critères. Alors, à plus tard. D'une main immatérielle, je saisis sa tête, puis d'un mouvement sec, j'arrache son contenu. Pas son cerveau, bien entendu, il n'en a déjà plus après tout, mais bien la mémoire de sa vie, celle qui fait son esprit. Plus de canetons, plus de passé, ne reste que le futur que j'ai préparé. Je laisse la coquille vide et je repars satisfaite vers le néant qui est mon domaine. Parfois, contrairement à ce que certains disent, la mort est un début.